Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais, ce webinaire a été, organisé pour, introduire les concepts de la gestion des risques de catastrophe, était organisé par le pôle, technique et gestion des risques et de catastrophe, heu, du département expertise technique, de la DROI et moi c'est Valentina, Evangelisti. Je suis, référente technique en gestion des risques de catastrophes et je vais laisser, après juste la parole rapidement à mes collègues pour se présenter. Hem, je vais vous remercier tous pour, votre intérêt et on espère qu'on pourra aborder toutes les questions que vous avez sur les bases de la GRC et sinon voilà, c'est juste pour commencer un peu à, heu, commencer cette conversation et si vous avez plus de questions, on pourra bien sûr la continuer, heu, ensuite parce que c'est 1 heure et demie donc on pourra pas tout aborder aujourd'hui. Voilà, je passe, hem, la parole rapidement à Maxence et Camille si vous voulez vous présenter et ensuite je vous présenterai l'agenda. Merci Valentina. Donc moi, je suis stagiaire auprès de Valentina. Je suis assistant en réduction des risques de catastrophe, donc au pôle GRC. À toi, Camille. Bonjour à tous, moi c'est Camille, chargée de mission préparation aux catastrophes, pareil dans le même pôle. Merci. Maxence, si tu peux passer, à l'agenda, je vais juste présenter rapidement un peu le contenu d'aujourd'hui. Alors donc on va, aborder, les concepts de base de la GRC, donc les termes, qui sont des fois un peu, soit difficiles, soit, pas clairs pour certains, d'entre nous. Donc un peu les termes, un peu le cycle de gestion de catastrophe, les phases de la gestion de catastrophe et les exemples de qu'est-ce qu'on fait dans ces différentes phases du cycle de gestion de catastrophe. On va vous exposer aussi, un peu, rapidement les volets sur lesquels on travaille, dans notre pôle et les objectifs qu'on a dans le pôle de gestion de risque de catastrophe. Hem, on va avoir un peu de place pour poser des questions et également aussi pour, avoir des petits moments un peu plus interactifs comme le quiz et après on va aborder également, rapidement parce que bon c'est des volets, assez larges, mais donc comment la gestion des risques de catastrophe est intégrée dans tous les autres secteurs, techniques, hem et donc en vous donnant des exemples et à la fin, on vous partagera donc différents liens sur lesquels vous pouvez trouver plus d'informations sur la GRC. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez poser des questions par écrit, ou sinon de toute façon on laissera, donc on gardera la place pour, poser des questions, au fur et à mesure. Ok, Maxence, je donc, te laisse, la ouais, parole. merci. Pour vous faire une rapide introduction, pour vous expliquer un petit peu quel est l'enjeu des catastrophes, si on fait un petit peu le bilan de ces 20 dernières années, donc depuis les années 2000, des catastrophes, on a eu, comme vous pouvez le voir en bas, 721 000 morts par rapport au séisme, presque 200 000 par rapport aux tempêtes. Les températures extrêmes aussi font beaucoup de morts et les inondations qui sont l'aléa le plus important au monde en termes de fréquence. Et donc, ça fait énormément de morts, des catastrophes. Et on peut voir sur la droite que aussi bien le nombre de catastrophes, le nombre de morts et le nombre de personnes qui sont affectées et les pertes en termes économiques ont augmenté par rapport aux années 80, 90. Donc, on a une augmentation des dégâts par rapport aux catastrophes. C'est la raison pour laquelle gérer les risques de catastrophe, c'est un enjeu super important. Si on regarde les statistiques moyennes, pour chaque dollar investi dans la réduction des risques et la prévention, des termes sur lesquels on va revenir pendant ce webinaire, on peut économiser jusqu'à 15 dollars en relèvement post-catastrophe. Donc, tout l'argent qu'on va mettre après pour revenir au niveau où on était avant. Pour le développement d'infrastructures résilientes, là-dessus encore, on va revenir dessus, par rapport aux catastrophes, chaque dollar investi, il économise 4 dollars en reconstruction.
Donc, si on va reconstruire un bâtiment qui a été détruit par un séisme, si on prévient à l'avance grâce à résilience, on économise ces 4 $. Pour continuer sur l'introduction, on va arriver à quelque chose, on va faire un petit exercice qui est un Jamboard. Donc, je pense que vous connaissez tous le Jamboard. Donc, je vais vous envoyer un lien qui va vous permettre d'accéder à ce Jamboard. Et je vous envoie ça sur le chat. Et le but, c'est qu'on va avoir 3 questions sur des définitions. Attendez 2 secondes. Normalement, si tout le monde a... Hop, vous avez le lien dans le chat du Zoom. Voilà, commence à avoir du monde. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vous présente rapidement. Vous avez 3 questions. Qu'est-ce que la gestion des risques de catastrophe? Qu'est-ce que la vulnérabilité? Et quels sont les facteurs qui augmentent les risques de catastrophe? Tout simplement, vous créez un post-it, donc juste ici, un pense-bête. Vous tapez votre réponse que vous pensez être, vous enregistrez et vous le mettez là et on reviendra dessus. Donc, voilà, rapidement, vous donnez un petit peu vos avis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, c'est juste pour prendre un petit peu la température par rapport à ce que vous pensez de ces 3 questions. S'il y a un problème, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Pour ceux qui ne savent pas où est le chat, vous allez sur la petite barre où il y a muet, arrêter les vidéos, participants, questions-réponses, etc. Vous allez dans plus, et si vous passez votre souris par-dessus, vous avez conversé, ou alors vous pouvez appuyer sur Alt-H pour ceux qui ont un appareil Windows, et normalement, ça vous met le chat. N'hésitez pas à rajouter les post-it, c'est anonyme, donc on vous verra pas si vous avez... Et juste, il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise. En fait, c'est vous écrivez ce que c'est pour vous, la gestion des risques de catastrophe, et quelle est votre compréhension. Donc, une phrase qui pour vous, qui vous parle par rapport à ça.
Oui, c'est ça. Pour ceux qui demandent, voilà, vous cliquez pour le post-it et vous posez vos réponses. Mais là, on commence à en avoir plusieurs, donc on va revenir dessus. Je les mets un petit peu je les range un petit peu pour qu'on les voit toutes. Donc, je vais lire les post-it parce que du coup, le temps avance. Non, ce n'est pas les formes pour celles et ceux que je vois bouger les formes, c'est les petits post-it, c'est juste en dessous de la souris. Alors, qu'est-ce que la gestion des risques de catastrophe? Une stratégie permettant de réduire les dangers liés à une catastrophe. Alors, oui, pas que. Action de prévention, oui, c'est ça aussi. L'ensemble des actions pour anticiper, prévenir, réduire et répondre aux risques de catastrophe. Oui, prévention. Action communautaire. Oui, aussi, l'action communautaire joue un rôle très important. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut agir. Et l'action communautaire, c'est un des niveaux, donc au plus proche des populations. Évaluer, mesurer, prévenir les risques de catastrophe. Alors oui, évaluer et mesurer la connaissance des risques, c'est une des étapes très importantes pour gérer les risques. Prévention, dont mitigation, préparation, intervention d'urgence, relèvement et une approche cyclique. Oui, on va revenir là-dessus. Un cycle qui comprend plusieurs étapes, réduction des risques, préparation, réponse, relèvement aussi. Réduire l'impact d'une catastrophe, la possibilité d'être confronté à cet impact. En effet, ouais, bah que des bonnes réponses finalement. Je vais passer à la suivante. Qu'est-ce que la vulnérabilité? L'exposition d'une personne face à un risque. Alors, non, c'est un piège, mais on va revenir là-dessus et vous verrez. Un état fragile par rapport au risque de la vie, pauvreté, violence ou autre. Une situation qui fragilise une personne face à un événement. Faible résilience. Exposition de la délégation à un aléa et une menace. Ouais. Alors, ouais, vous allez voir, vulnérabilité, c'est un concept. On confond souvent exposition et vulnérabilité. Je vais revenir dessus bientôt. Et quels sont les facteurs qui augmentent les risques de catastrophe? Une faible inclusion, oui, très vrai. Absence d'information, en effet, manque de préparation, absence d'information de fois, infrastructure défaillante, système de secours insuffisamment organisé, facteurs naturels, présence de volcans, fréquence. Oui, tout ça, ça augmente les risques, c'est bien vrai. Et du coup, c'est une mauvaise analyse des risques et une faible préparation. Tout ça, toutes ces réponses sont vraies, toutes ces réponses sont bonnes, c'est vrai. Du coup, vu que le temps file, je ne sais pas si on a encore le temps, mais du coup, on va continuer, on va arrêter le Jamboard et on va continuer sur le webinaire. OK. Alors, donc, il faut savoir que généralement, on confond la catastrophe avec l'aléa. Or, la catastrophe, ce n'est pas que l'aléa. En fait, la catastrophe, ça va être la fonction de plusieurs éléments sur lesquels je vais revenir rapidement. Donc, l'aléa, l'exposition, la vulnérabilité et les capacités. Ces 4 mots que vous avez peut-être entendu parler, on va les définir, on va essayer de les comprendre. L'aléa, c'est seulement soit un processus, soit un phénomène qui peut être naturel ou alors associé à des facteurs anthropiques, c'est-à-dire qui sont issus de l'homme, des technologies, etc., et qui vont avoir des effets négatifs. Ça peut être faire des morts, des blessés, avoir des effets négatifs sur la santé, des dégâts matériels, des perturbations socio-économiques ou une dégradation de l'environnement. En fait, l'aléa, on va le catégoriser. Donc, pour les aléas naturels, on peut avoir les aléas qui sont climatologiques ou météorologiques, donc les inondations, les tempêtes, les glissements de terrain, les incendies, les températures extrêmes, les sécheresses. Tout ça, c'est par rapport au climat, à la météo. On va avoir des aléas qui sont géophysiques, donc les séismes et les tsunamis, qui sont originaires des séismes, les éruptions volcaniques ou les glissements de terrain. Il y a deux types de glissements de terrain. Il y a les glissements de terrain qui sont secs, donc c'est juste la terre qui s'affaisse. Les glissements de terrain qu'on dit humides, où là, ça va être comme les coulées de boue ou tout ce qui est l'eau d'un incendie ou l'eau d'un tsunami ou d'une inondation qui va emporter la terre. Il y a aussi, toujours dans les aléas naturels, des aléas qui sont biologiques. Donc les épidémies, on connaît bien, ou alors les infestations d'insectes. Les infestations d'insectes, ce n'est pas 3 araignées dans votre grenier, c'est vraiment quand vous avez des marées de sauterelles ou de criquets pèlerins
qui vont décimer des centaines d'hectares de culture. Et ça va avoir un impact énorme sur l'agriculture, sur tout un pays. C'est un phénomène qui se produit assez souvent en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie. Tout ça, c'était pour les aléas naturels. Il y a aussi des aléas donc, anthropiques. C'est tout ce qui est des accidents de transport industriel, technologique ou nucléaire. Là, par exemple, on a une image d'une marée noire. Ici, là, c'est aux abords du Sri Lanka, vous avez peut-être entendu parler. Ça, c'est un accident anthropique. C'est un aléa anthropique, pardon. Ou alors, vous vous rappelez sûrement tous de l'explosion du port de Beyrouth il y a quelques années, 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. Ça, c'est un aléa anthropique. Le troisième type d'aléa qu'on va prendre de plus en plus en compte à la Croix-Rouge, ça va être le conflit, qu'on va essayer de gérer comme un aléa, comme une catastrophe. Et voilà, on va reprendre toutes ces sortes de méthodologies. Aussi, rapidement, il y a 2 types d'aléas par rapport à leur durée. On va avoir des aléas qui vont être soudains, c'est-à-dire ils vont se déclencher en quelques instants. Typiquement, ça peut être des inondations qui vont arriver d'un coup, ou alors un séisme, donc très rapide, c'est immédiat. Ou alors, plus complexe, on va avoir des aléas à déclenchement lent. Typiquement, c'est la sécheresse. La sécheresse, ce n'est pas juste un jour, il n'y a plus d'eau. Non, c'est quand, sur une très longue période, on a un stress hydrique, c'est-à-dire qu'il y a des précipitations qui sont très faibles. Et sur toute cette période, on va avoir très peu de pluie et ça va créer tout un ensemble d'impacts, de dégâts. Donc ça, c'est pour les aléas à déclenchement lent. Donc, comme je disais, on dit souvent une catastrophe naturelle. Or, en fait, cette expression, elle est fausse, parce que la catastrophe, elle n'est jamais naturelle. C'est l'aléa qui est naturel. Et la catastrophe, c'est aussi des décisions humaines. Et notamment, un point important, c'est l'exposition. Donc, l'exposition, c'est juste une situation géographique. Donc, c'est le fait qu'il y ait ce qu'on appelle un enjeu. Donc, un enjeu, ça peut être des personnes, des infrastructures, des logements, des capacités de production, tout autre actif, tout ce qui est important pour nous, pour les humains, qui va être dans une zone à risque. Donc, c'est juste cette situation géographique. Pour comprendre, je trouve que c'est assez simple de comprendre avec des images. Si vous regardez en haut à gauche, on voit ces maisons qui sont dans un bidonville au Bangladesh. Là, on comprend vite que ces maisons, elles sont exposées à un glissement de terrain. Si la terre s'affaisse, les maisons, elles vont être emportées. Donc, elles sont exposées à ce risque. Mais elles sont juste présentes là où il y a un risque d'affaissement. Okay. Pour la photo à droite, c'est un fleuve qui traverse une ville aux Philippines. Si la ville autour du fleuve, elle est exposée au risque d'inondation si le fleuve rentre en crue. Pour cette photo-là, en bas à gauche, on voit qu'il y a une maison qui est juste en face de mer, en bord de falaise. Et s'il y a un cyclone qui arrive du côté de la mer, eh ben, la maison sera exposée au risque. Elle est juste devant, donc elle est exposée au risque de cyclone. Enfin, à droite en bas, c'est l'Etna en Sicile. On peut voir éruption volcanique. Si le volcan entre en éruption, ça fait comme à Goma, eh ben, la ville est exposée à cet aléa. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas comprendre exposition et vulnérabilité. L'exposition, c'est juste la situation géographique. C'est juste le fait d'être exposé au risque. La vulnérabilité, c'est la situation ou la caractéristique qui va influencer les dégâts. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est la capacité individuelle ou collective, donc aussi bien des individus, des communautés, des institutions ou des sociétés nationales, des délégations, à anticiper, à faire face, à résister ou à se remettre de l'impact de l'aléa. Pour comprendre ça, il y a 2 types de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité physique. Si vous regardez l'image de gauche, on voit des maisons qui sont au Brésil. Et imaginons 5 minutes que c'est possible qu'il y ait des séismes au Brésil. On imagine bien que ces maisons qui sont construites sur pilotis, s'il y a un séisme, elles sont vulnérables parce qu'elles vont s'effondrer à cause du séisme. Donc, elles sont vulnérables à ça. Si on revient en arrière et qu'on regarde cette maison, qui a l'air très design, très moderne, etc., on peut imaginer qu'elle a été faite par l'architecte d'une manière à être antisismique. C'est-à-dire, s'il y a un séisme, les fondations de la maison vont tenir. Et cette maison, contrairement aux autres sur pilotis, elle n'est pas vulnérable parce qu'elle va résister à l'impact et donc elle ne va pas se détruire. Bon, pour le verre, je ne sais pas, mais c'est pour l'exemple. Donc voilà, pour la vulnérabilité physique. Il y a aussi la vulnérabilité qu'on dit socio-économique. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, je veux que vous imaginiez un paysan qui est un peu pauvre
et qui a fait des récoltes, qui a planté des récoltes et qui va avoir une période de sécheresse. Et le paysan, il n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir, je ne sais pas, acheminer de l'eau ou alors changer ses plantations pour qu'elles soient résistantes au stress hydrique ou alors juste avoir de l'argent de côté pour pouvoir vivre ce mois. Donc, c'est ça la vulnérabilité socio-économique, c'est-à-dire que les personnes vont soit à cause des inégalités, donc ça a été mentionné pendant le Jamboard, soit à cause de la discrimination pour telle ou telle raison, elles vont avoir moins de chances, moins de capacité de faire face aux risques et donc les dégâts vont être plus importants. Donc, et pour revenir au dernier concept, c'est la capacité. Alors, la capacité, c'est un petit peu le miroir de la vulnérabilité, mais ce n'est pas son opposé. La capacité, c'est tout l'ensemble de forces, les moyens, les ressources qui sont soit du côté d'une communauté, soit d'un pays, d'un État, des institutions, soit même d'une société nationale pour faire face aux risques. Donc, gérer, réduire les risques, se préparer, s'adapter, se relever, reconstruire. C'est tout ça. Et la capacité, ce n'est pas l'inverse de la vulnérabilité, parce qu'on peut avoir des personnes qui sont très vulnérables, mais qui ont beaucoup de capacités, parce qu'elles sont capables de se relever, parce qu'elles ont l'habitude, parce qu'elles sont résilientes. Résilience, c'est un concept sur lequel on va revenir plus tard. Et la base de la capacité, la chose la plus importante et sur laquelle on travaille beaucoup, c'est la connaissance des risques. À partir du moment où on a connaissance des risques, on va avoir plus de capacité parce qu'on va prendre des décisions qui sont informées des risques. On va faire en sorte que, OK, il y a peut-être, on est exposé aux inondations, on est vulnérable aux inondations, et ben on va réagir comme ça. Donc c'est pour ça que la sensibilisation, la connaissance des risques, mesurer les risques, tout ça, c'est d'une grande importance. Et parmi tous ces 4 concepts, autant l'aléa, on ne peut pas agir dessus. S'il y a un séisme qui se déclenche, ben, ce n'est pas notre faute et on ne peut pas faire grand-chose, le séisme, il arrivera. Mais sur les 3 autres facteurs, on peut agir. C'est-à-dire que les capacités, on peut augmenter les capacités des sociétés nationales, des communautés. On peut les sensibiliser, etc. Pour la vulnérabilité, on peut les réduire, donc en réduisant les inégalités ou toute une série d'actions sur lesquelles on va revenir plus tard dans le webinaire. Et l'exposition, c'est un petit peu plus difficile, mais l'exposition, c'est soit de ne pas s'exposer, bon, ça, du coup, c'est difficile, ou alors de s'exposer au risque, mais d'avoir connaissance des risques et de construire des maisons qui sont, par exemple, plus résilientes, etc. Et en parlant de résilience, on va en venir à ce sujet. Du coup, Valentina, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Tu peux juste me passer la slide. Merci beaucoup, Maxence. Je pense que tu as été très, très clair. C'est sûr qu'il y aura des questions, mais on va les voir quand on aura terminé les concepts. Entre-temps, s'il y a vraiment des questions que vous avez peur d'oublier, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte aux questions ou dans le chat. Donc la résilience. La résilience, c'est, je ne sais pas si vous avez fait attention à la définition de capacité, mais elle est très, très similaire et en fait, c'est la capacité, d'un système, d'une communauté ou, d'une société ou même d'un individu à, absorber, s'adapter et puis transformer en fait sa condition vis-à-vis d'un danger, d'une catastrophe, d'un choc, d'un stress. Donc il y a plusieurs, dimensions en fait. Hem et surtout de ne pas revenir, à son état, précédent. Déjà ça c'est très bien, mais c'est vraiment la capacité de rebondir et d'arriver à améliorer aussi sa condition, initiale. Et donc la résilience, en fait, c'est un concept très difficile que pendant longtemps on a créé pas mal de questions, dans le secteur parce qu'on continue de s'interroger, concrètement: «Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?» C'est, si ça peut vous aider à mieux la visualiser, c'est comme un gros parapluie que recouvre tout ce qu'on fait en GRC, mais tout ce qu'on fait aussi dans d'autres secteurs. Parce qu'elle ne touche pas exclusivement donc à la capacité de faire face, d'absorber et de rebondir, suite à un choc, physique, mais aussi à tous des aspects qui sont
sociale, économique, physique. Et donc, la GRC, la gestion des risques de catastrophe, est une des manières auxquelles on peut contribuer à la résilience d'une communauté, à la résilience d'un système et même d'un pays. Et donc, en fait, dans le cadre de la résilience communautaire spécifiquement, je vous ai mis ce petit schéma qui est dans le guide euh, de la fédération qui s'appelle Road to Resilience et donc qui explique un peu quelles sont toutes les composantes de la résilience. Donc, qu'est-ce que c'est une communauté résiliente? C'est une communauté qui est informée par rapport au risque, qui a accès à l'information, qui est saine et qui peut satisfaire ses besoins de base. Mais il y a aussi l'élément de cohésion sociale, pardon, j'invente des mots, pardonnez-moi, hem, qui a des opportunités économiques, donc c'est de la résilience sociale, c'est de la résilience économique, c'est des infrastructures qui fonctionnent, des services qui sont, en place, qui sont entretenus, qui sont accessibles. La capacité de gérer ces ressources naturelles, hein, qui sont accessibles, qui peuvent, subvenir à leurs besoins et aussi une communauté qui n'est pas isolée, qui est connectée aussi bien avec les institutions locales, avec d'autres communautés, avec d'autres personnes qui sont les premiers répondants. C'est-à-dire que, en attente, de l'aide externe, les communautés, répondent aux catastrophes le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et donc tous ces éléments de connexion sociale sont très, très importants pour, les rendre, plus fortes et mieux, hem, en mesure de rebondir et d'améliorer leurs conditions suite à une catastrophe, de récupérer et puis d'améliorer si possible. Donc, Max, si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, dans tout ça, on vous a un peu exposé les concepts, de manière isolée, mais tout ça, se regroupe en fait dans un schéma, qui est, ce qu'on appelle la fonction du risque. Donc c'est, pour vous montrer que le risque effectivement donc, il est causé par plusieurs facteurs. Il y a un aléa qui existe, qui est là, qui n'est pas nécessairement dangereux s'il n'y a pas d'exposition, s'il n'y a pas de vulnérabilité. Par exemple, une avalanche qui est dans un milieu isolé, ben, n'aura pas de dégâts. Mais donc, qui, en combinaison avec l'exposition à la vulnérabilité, ben, peut causer ce risque de dégâts, d'être affecté en termes de vie humaine, en termes de pertes économiques des biens ou d'autres de conditions sociales, etc. Et ce risque augmente aussi, d'autant plus que la vulnérabilité augmente. Et par contre, le risque diminue proportionnellement. euh, donc, il est inversement proportionnel aux capacités. Donc, plus de capacités, moins de risques, plus de vulnérabilité, plus de risques. Et donc, tout ça, on peut, disons que résume notre manière de travailler pour renforcer les capacités le plus possible et avoir un risque toujours mineur euh, et gérable. Il y aura toujours un risque résiduel, on ne peut pas éliminer le risque, mais donc notre travail est justement sur toutes ces phases-là. D'un côté, le réduire et de l'autre côté, quand on ne peut plus le réduire, intervenir pour gérer le risque et donc répondre aussi aux catastrophes. Parce que voilà, ça existera malheureusement toujours cet aspect-là de réponse aussi. Tu peux passer? Donc, tous ces éléments-là qu'on a vu dans les concepts et dans l'équation du risque, on les représente dans un schéma qu'on appelle le cycle de gestion des risques de catastrophe. On en a plusieurs, celui-ci est celui de la fédération, où on représente les différentes phases dans lesquelles on va travailler pour réduire les risques de catastrophe et gérer les risques de catastrophe. Il y a, donc, vous voyez une partie avant l'impact et une partie après l'impact. Donc, dans la phase précédente l'impact, on essaye de réduire les risques. Comme on a dit, donc,
en renforçant les capacités, en atténuant via des travaux, via des activités dont on va vous parler plus en détail après. Hem, et aussi avant l'impact de la catastrophe, on peut essayer de répondre de manière anticipée sur, grâce à des prévisions euh, basées sur l'impact futur de ces catastrophes. Par contre, dans la phase successive à l'impact, on aura la réponse humanitaire qui est basée sur l'évaluation des besoins et toutes les activités de réhabilitation, rétablissement, reconstruction, hem, en sachant que ces 2 extrêmes se touchent. Donc le rétablissement et la réduction des risques de catastrophe, en fait, sont continus, se touchent parce que quand on réduit le risque, on le fait avant, mais on le fait aussi après, une fois qu'on est en phase de réhabilitation, qu'on veut mieux construire le fameux building back better et donc la construction de la résilience. Et la préparation est un continuum, c'est un continu dans tout, ce chemin-là parce qu'on prépare les communautés, aussi bien avant, que dans la phase d'anticipation, que dans la réponse même. On pense que dans la réponse, on ne peut pas contribuer à une meilleure, préparation, mais il y a, des composantes de préparation aussi qu'on met en place, dans une réponse humanitaire, peut-être pas dans la première semaine, mais en tout cas, hem, dans la phase de rétablissement. Et juste pour vous montrer à titre d'exemple, il y a d'autres manières de représenter ce cycle de gestion des risques de catastrophe. On voit souvent des cercles, on voit des fois des spirales, on a, bref une variété d'exemples. Il n'y a pas un exemple, il n'y a pas un schéma, pour représenter la gestion des risques de catastrophe. Hem Vous pouvez vous référer si, vous vous sentez plus à l'aise à utiliser, un cercle ou à la spirale parce que bon, la spirale, pourquoi? Parce que ça ne se répète pas, toujours, égale elle-même, mais elle évolue, donc on construit de la capacité, on construit de la résilience et donc c'est une spirale qui représente l'évolution. Bref, vous pouvez utiliser, le schéma que vous voulez. Hem, Vous verrez plus souvent, nous on utilise celui qui est, linéaire parce que c'est celui de la fédération qu'on a choisi un peu pour nos supports. Mais, les autres sont tout aussi bons et voilà. L'important c'est de représenter toutes les différentes composantes de notre travail. Hem Voilà, je vais encore, parler de quelques exemples du travail qu'on fait. Après, on va prendre une petite pause pour les questions. Alors, donc dans les phases de gestion, des risques de catastrophe, on a vu dans le cycle qu'il y a une phase de prévention, atténuation, préparation, réponse, bon, réhabilitation aussi, relèvement. Hem, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre travail quotidien? Donc, qu'est-ce que c'est, la prévention? Qu'est-ce que c'est l'atténuation? Souvent, il y a pas mal de confusion par rapport à ces concepts-là. On a choisi cette image parce que même si, graphiquement, elle n'est pas, la plus belle image, qu'on pouvait trouver, on trouve, bah, il y a pas mal de collègues qui nous ont toujours, fait comprendre que c'était très utile pour, comprendre, pour, se fixer ces concepts et donc la prévention, en fait, c'est d'essayer de réduire le risque de la catastrophe, hem, d'essayer de la prévenir, en faisant de la planification, par exemple, des politiques, des lois qui sont informées par les risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, bah, les lois de, planification du territoire qui prennent en compte, les aléas qui sont existants et donc qui n'exposent pas les constructions à des zones, à des risques. Cette partie, du travail qu'on fait, de prévention inclut aussi toutes les activités de sensibilisation, d'éducation, de formation, hem, à différents niveaux, communautaires, dans le contexte scolaire que vous connaissez peut-être dans les projets qu'on fait. Et quelle est la différence avec l'atténuation? L'atténuation, c'est des activités qui visent, à, réduire l'impact, de la catastrophe. C'est-à-dire, on ne peut pas, empêcher, que ça arrive,
le risque résiduel, il est déjà là, la catastrophe va arriver. On a réduit le risque en partie, il y a quand même un risque résiduel, la catastrophe arrive et donc on se défend de la catastrophe. Et donc le petit bonhomme là, il est protégé, même si la pierre va tomber. Et donc, c'est des mesures qui peuvent être physiques et non physiques. On peut parler de murs de contention, des digues, de petites canalisations, renforcement des structures d'abri, de maisons, pour s'aider à protéger, donc à réduire l'impact de la catastrophe sur les personnes vulnérables. Mais on parle aussi de réduire l'impact sur les moyens d'existence. Donc, par exemple, en diversifiant les moyens d'existence, en mettant en place des associations d'épargne et crédit, en faisant des potagers urbains dans les activités des projets qui permettent aux personnes d'avoir accès à d'autres sources de nourriture, en vaccinant le bétail quand il y a des inondations. Par exemple, le bétail tombe très très rapidement malade parce qu'ils boivent de l'eau qui s'est contaminée et donc c'est une perte énorme pour les foyers. On a aussi des solutions basées sur la nature, telles que les mangroves, qui protègent, les côtes, des tsunamis, par exemple, les arbres qui peuvent protéger des glissements de terrain, les marécages, pardon, qui protègent, qui peuvent mieux, aider à gérer les inondations. Donc, la combinaison de la prévention et de l'atténuation, en fait, se trouve dans la partie de prévention. Donc tout ce qu'on fait, avant la catastrophe et inclut la préparation. Dans le cadre de la préparation, on travaille à différents niveaux, communautaires, avec les institutions locales, pardon, et également avec les sociétés nationales et les délégations. Et donc, dans le cadre de la préparation, on met en place ou on appuie, le renforcement des systèmes d'alerte précoce, hem, les plans de contingence, les exercices de simulation, le propositionnement des stocks et évidemment la formation, plus ou moins technique de toutes ces personnes qui interviennent, lors d'une réponse et donc qui doivent être, bien préparées. Un système d'alerte précoce, je ne sais pas si vous êtes tous, hem clair par rapport à ce que c'est. C'est un système qui est basé sur 4 composantes. L Pouvoir avoir l'information concernant les risques et quand ils vont arriver, pouvoir, transmettre cette information-là pour, alerter, les personnes à différents niveaux. Donc ça peut être à l'échelle nationale ou communautaire également. Pouvoir avoir les moyens en place et pour donner l'alerte et puis pouvoir répondre. Donc c'est un système d'échange d'informations et d'alerte qui doit exister pour nous permettre de répondre. Et voilà, la réponse humanitaire, je pense que vous êtes déjà familier avec ces concepts-là, mais en tout cas, voilà, elle est basée sur l'analyse des besoins. Il y a des réponses multisectorielles qui sont mises en place dans lesquelles on peut intégrer la GRC. On a les déploiements d'équipes, rapid response, ERU, la coordination avec la fédération, l'appui aux délégations, la reconstruction et entre la phase de préparation et la phase de réponse, on a cette petite, hem, ce petit, créneau où on peut s'insérer pour agir de manière anticipée et répondre de manière anticipée basée sur des prévisions. Et donc l'anticipation qui n'était pas dans le schéma, dans les 4 petits dessins, on l'a quand même ajouté parce que c'est un aspect important de notre travail. Donc c'est des réponses, humanitaires anticipées qui visent à réduire encore l'impact, c'est-à-dire la dernière chance qu'on a de réduire l'impact de la catastrophe. Hem Basé sur les prévisions météorologiques ou basé sur les prévisions d'impact. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Non, ça va? OK. Hem, Est-ce que vous avez des questions arrivées à ce stade? Est-ce que, vous voulez, intervenir? Donc je pense qu'on peut vous donner la parole ou alors vous pouvez écrire, dans le chat et écrire vos questions. Cécile, il me semble que tu avais levé la main, donc si tu as une question. Non, elle avait pas levé la main.
Pas de questions. Maxence, tu as super bien expliqué tous les concepts. De toute façon, il y aura un quiz, donc on va vérifier si vous avez bien compris. Ok, pas de questions. Alors, je propose qu'on continue, Maxence, et si on aura, on va les aborder à la fin. Nous avons une question. Ah. De Camille Fauvet. Pourquoi l'anticipation n'est pas dans l'atténuation? Bonne question. En fait, l'anticipation, c'est de l'atténuation. C'est-à-dire que l'anticipation, les activités qu'on met en place dans la phase de réponse anticipée, c'est des activités d'atténuation. C'est-à-dire qu'elles ont le même but d'atténuer l'impact que les autres activités d'atténuation. Par contre, elles ont un caractère un peu plus immédiat. Par exemple, dans les activités d'atténuation, on a plutôt du long terme, c'est-à-dire qu'on a de la construction, on a la mise en place de moyens d'existence différenciés. Donc, c'est du travail qui est plutôt sur du moyen terme. Donc, on doit faire, merci beaucoup, cette slide, je la cherche effectivement. Donc, c'est du travail qu'on doit faire sur plusieurs mois et parfois sur des années pour pouvoir, une fois que la catastrophe est là, avoir en place tout ce qu'il faut pour réduire son impact. C'est-à-dire avoir des associations d'épargne à crédit ou avoir déjà les murs de contention qui sont faits, etc., etc. Par rapport à l'anticipation, les activités qu'on met en place dans la réponse anticipée, ça peut être en fait, le but de ces activités-là, c'est de réduire l'impact, mais ce n'est pas les mêmes activités. On aura par exemple, le classique, c'est de la distribution de cash ou des transferts d'argent. On a aussi, si les stocks ont été prépositionnés, des distributions préalables à l'arrivée de la catastrophe. Pour permettre, bon voilà, l'argent, il peut être utilisé par les personnes, par exemple, d'aller, il peut permettre d'aller acheter des matériaux qui peuvent renforcer leur maison. Il peut leur permettre d'acheter davantage de nourriture pour avoir un stock. C'est vraiment les dernières activités qu'ils peuvent faire pour se protéger. Donc, le but de ces activités, c'est un peu le même. Ça a un but d'atténuation, mais c'est pas le même type d'activité. C'est pour ça que c'est séparé. Et les activités dans la phase de réponse anticipée, c'est des activités qu'on déclenche à un moment précis quand les indicateurs déclencheurs qu'on a établis auparavant sont atteints. Par exemple, quand on a, je sais pas, je dis un exemple, une phase d'insécurité alimentaire suite à une sécheresse qui est très très avancée, on a établi un indicateur spécifique et donc à ce moment-là, on va déclencher une réponse anticipée. Alors que l'atténuation s'est fait tout au long du projet. On a également d'autres questions de la part de Gwendoline qui souhaiterait qu'on rappelle ce que signifie FBF et FBA. Oui, donc poser FBF, c'est les acronymes en anglais pour Focus Based Financing et Focus Based Actions. Et donc, en fait, c'est la même chose, c'est les actions basées sur des prévisions et les financements basés sur les prévisions. En fait, grâce au financement anticipé, on peut mettre en place les actions. Donc, les deux sont liés. Et c'est pour indiquer ce principe de ouverture des fonds et des financements basés sur des prévisions et non sur des analyses de besoins et mise en place d'activités basées sur les prévisions et non sur l'analyse des besoins. On peut aussi se tromper, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut avoir une marge d'erreur après dans une catastrophe d'analyse de besoins. Mais on estime que même s'il y a une marge d'erreur, on a une approche sans regret, entre guillemets,
Et donc, même si après l'impact va être légèrement différent, on a quand même contribué à renforcer la résilience dans cette zone, de cette population. Et donc, c'est pas une intervention qui est perdue. On a encore 2 questions et puis après on va continuer. On a une question qui est: pouvez-vous rappeler les principes de l'alerte précoce? Et quelqu'un n'a pas bien compris le caractère transversal de la préparation. C'est 2 questions séparées. Alors, pardon, répète la première. Pardon, de rappeler les principes de l'alerte précoce, oui. Oui, donc l'alerte précoce, c'est donc un système d'alerte précoce. C'est un système d'échange d'informations qui permet de donner l'alerte. Et donc, l'alerte précoce, c'est l'information qu'on a qui nous permet d'alerter les populations euh, par rapport à une catastrophe qui est en train de se vérifier. L'exemple le plus simple, c'est celui d'un cyclone. On sait qu'il va faire telle trajectoire quelques jours avant. On a des messages d'alerte. L'alerte précoce, c'est ça. Mais on ne peut pas avoir d'alerte précoce si on n'a pas mis en place un système d'alerte précoce. Le système d'alerte précoce, ça implique d'avoir une prise de données, une récolte de données, d'informations, de risques, de le monitorer et de transmettre ces informations-là au bon moment pour pouvoir émettre une alerte. Et l'action précoce, en fait, c'est l'action qu'on est capable de mettre en place de manière anticipée grâce à cette alerte précoce. Précoce parce que c'est avant la catastrophe, c'est pas une fois que on est inondé avec l'eau euh, au torse. Et l'autre question, c'était par rapport à la préparation, pourquoi elle est continue? Pourquoi elle est transversale? Pourquoi elle a un caractère transversal et elle s'inclut autant dans la partie de prévention que la partie de réponse, comme on a vu dans le continuum? Je crois que c'est ce que je comprends. Tu veux répondre, Camille, ou... Oui, je peux, oui. Ben, en somme, la préparation, c'est vraiment des actions qui visent à renforcer les capacités de réponse et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas figé avant ou après une catastrophe. Et certaines des activités se retrouvent aussi bien dans une partie que nous, on peut appeler de la prévention que plus tard, après une crise, sur d'autres aspects, directement une semaine après ou plusieurs mois après la catastrophe. Je ne sais pas si c'est très clair, si tu veux appuyer C'est là-dessus. très clair. Moi, je voulais juste ajouter que vous verrez dans les autres schémas, la préparation, elle est inscrite avant la catastrophe parce qu'effectivement, il y a des pics d'activité. Donc, c'est clair que si on est en mai, dans les Caraïbes, on sait qu'il y a la saison des cyclones qui s'approchent, ben, ça, c'est un pic de préparation. On va probablement concentrer là pas mal d'activités, mais ça ne s'interrompt pas. Et, et effectivement, c'est un peu un mythe, celui selon lequel après la catastrophe, on ne va pas se préparer. Mais il faut le faire, c'est nécessaire de plus en plus. Et parce il y en a les catastrophes, il y en a de plus en plus rapprochées. Donc, ça devient de plus en plus pertinent. Donc, c'est vraiment dans toutes les phases. Et à différents niveaux aussi. C'est un côté transversal dans le sens où on peut avoir de la préparation qui est au niveau communautaire, comme de la préparation qui est au niveau des institutions, des systèmes de santé, des écoles, etc. Et ça peut être également au niveau, ce que nous, on appelle organisationnel, donc au sein du mouvement, au sein des sociétés nationales et au sein de nos propres délégations. Il y a une autre question de Mamadou. Quelle stratégie de résilience est utilisée pour un système de santé afin qu'il soit capable de fournir plus de services? Alors, je ne sais pas qui veut prendre cette question, mais il me semble que c'est un peu lié beaucoup avec la santé. Peut-être que bon, il y a un aspect, donc effectivement, pour la résilience des systèmes de santé, je pense que c'est du travail vraiment de long terme pour avoir un système de santé résilient. Je pense que ça implique d'avoir une planification des politiques de santé, du système de santé, des systèmes de santé dans le pays, voilà, qui le rendent capable de, de fournir ce service aux personnes, y inclut les plus vulnérables, d'avoir les ressources nécessaires pour fonctionner et de continuer à fonctionner aussi quand il y a une catastrophe. Par contre, nous, on a
un petit exemple sur lequel on a travaillé euh, dans quelques projets, c'est les plans de continuité d'activité. C'est-à-dire que dans quelques projets, on a travaillé pour appuyer les institutions de santé ou les hôpitaux à maintenir en place leurs services lors d'une catastrophe. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, on peut les appuyer pour avoir un plan de contingence, un plan de continuité d'activité qui peut les aider à mieux s'organiser, mieux prévoir et anticiper des chocs ou des charges additionnelles de travail, euh, ou alors des ruptures dans les provisions, l'électricité et d'autres problèmes qui peuvent être générés lors d'une catastrophe. Donc, on ne travaille pas de manière globale sur les stratégies de résilience du système de santé. Par contre, on travaille avec l'équipe de santé, le pôle technique santé, sur ces activités spécifiques de préparation et des institutions de santé. Et on a un dernier commentaire et après on va continuer de Alban, que je ne comprends pas tout à fait, c'est pas vraiment une question. Mais la mise en place du système d'alerte précoce est à mon avis basée sur la connaissance des risques qui affectent ou auxquels sont exposées les communautés, leur période de survenue et tout ce qui va pour mieux organiser une réponse spécifique. Oui, tout à fait. Il y a 4 composantes dans le système d'alerte précoce et le premier, c'est d'être à même de récolter l'information concernant les risques. Donc, l'analyse des risques, toutes les informations concernant l'exposition des communautés et quels risques sont présents, c'est la base. Mais les autres éléments sont également importants parce que si tu as beaucoup de capacités en place pour récolter l'information, mais après tu ne sais pas, tu ne peux pas la transmettre parce que le système de communication n'est pas en place, l'alerte, elle ne pourra pas être donnée. Donc, c'est très important tous ces différents éléments qui soient tous les 4 en place. On continue peut-être? Peut-être, oui. Alors, donc dans tout ça, notre pôle, on voulait juste vous présenter rapidement un peu nos objectifs. Nous, on couvre toutes les phases de la gestion des risques des catastrophes de ce cycle qu'on vous a présenté. Par contre, on a organisé nos objectifs sur 2 volets principaux. Hem, le premier, c'est de soutenir les populations et les institutions locales à réduire leur vulnérabilité et mieux se préparer aux catastrophes et aux crises. Donc, dans ce volet-là, on travaille aussi bien au niveau de la communauté qu'au niveau des institutions publiques. Et donc, on les accompagne dans toutes les phases du cycle de gestion de catastrophe. Euh, Parce qu'on estime que pour réduire leur vulnérabilité et pour se préparer, pour être plus résilient, en fait, on contribue à toutes les phases. Donc, ça peut, donc toutes les activités d'analyse de risque, d'analyse participative des capacités de vulnérabilité, de travail à base communautaire, les plans de gestion de catastrophes au niveau communautaire, les activités de préparation au niveau communautaire, hem, les formations des comités communautaires, tout ça, ça rentre sous ce volet-là. On travaille aussi, pardon, et j'ai oublié aussi de mentionner la sensibilisation, l'éducation au risque de catastrophe au milieu scolaire, au milieu communautaire. Ça rentre là. Et on travaille également avec les institutions publiques. Donc, ça peut nous arriver d'accompagner des institutions, comme je mentionnais tout à l'heure, par exemple, des hôpitaux ou des institutions départementales ou communales dans leur gestion des risques de catastrophe, donc dans l'analyse des risques, dans la mise en place des systèmes d'alerte précoce, dans la préparation, les plans de contingence, etc. Et en essayant également de les influencer et de les encourager à mettre en place ces mesures, évidemment. Mais donc, tout ce volet-là concerne le niveau local, disons, les acteurs locaux y inclut les communautés. Et par contre, le deuxième objectif, c'est de renforcer la préparation des acteurs
du mouvement et de répondre aux crises, aux catastrophes par des approches innovantes d'anticipation et de bonne coordination. Et donc, sous ce volet-là, on a regroupé tout le travail de préparation aux catastrophes avec les sociétés nationales, l'appui aux délégations en soutien aux sociétés nationales dans la préparation et, hem, et la réponse humanitaire, ainsi que l'approche d'anticipation. Hem, donc voilà, c'est comme ça que vous allez voir, si vous regardez, nos documents, disons, stratégiques ou d'autres documents qu'on pourra partager avec vous. C'est comme ça qu'on a organisé nos activités. Hem, donc les deux objectifs touchent à plusieurs phases de la gestion des risques de catastrophe. Et rapidement, du coup, on voulait vous présenter quelques exemples d'activités de préparation qu'on appelle donc organisationnelles, à contrario de la préparation communautaire, du coup, qui sont des activités qui sont principalement pour les sociétés nationales hôtes dans les pays dans lesquels on intervient et nos propres délégations de la Croix-Rouge. Donc, il y a différents types d'activités que vous voyez ici, dont on a déjà évoqué, donc des plans de contingence, qui sont un petit peu des plans où on va lister un petit peu les différentes procédures pour répondre à différents types de scénarios qu'on aura auparavant identifiés, avec les rôles et responsabilités de tout à chacun, le schéma de communication, le plan opérationnel, qui fait quoi quand, et mentionnant un maximum des acteurs qui sont prévus dans la réponse. Les plans de contingence peuvent être faits à différents niveaux, au niveau national, au niveau régional, départemental, etc. Donc voilà, les exercices de simulation qui sont faits pour tester le plan de contingence avec un maximum d'acteurs possibles qui seront dans la réponse. On fait également des stocks de prépositionnement, donc avoir des stocks dans des locaux pour être prêt à pouvoir répondre à telle ou telle crise. On fait des formations sur l'accès aux fonds d'urgence, donc bref, c'est les dispositifs d'urgence qui peuvent être, c'est un montant qui est alloué immédiatement pour une crise, pour les DREF, jusqu'à 500 000 francs suisses, si je ne dis pas de bêtises. On fait également des formations d'équipiers de réponse aux urgences, donc tout ce qui est formation NDRT, BDRT, donc N pour le niveau national, B pour le niveau des branches. Donc là, on parle de la société nationale. Des formations sur la gestion de stock, donc notamment très en lien avec les activités de prépositionnement. Et enfin, petit nouveau sur la liste, le dispositif prêt, qui est lui spécifiquement dédié pour nos délégations CRF pour renforcer la préparation des terrains à répondre à une catastrophe. Donc, il se fait sous la forme d'un atelier de 5 demi-journées pour ensuite en sortir tout un document de préparation avec aussi une petite surprise au sein de l'atelier que je ne dévoile pas pour l'instant. Toutes les délégations devront y passer. Et voilà, il ne me semble avoir rien oublié. C'est juste des exemples, hein, ce n'est pas une liste, elle est non exhaustive. Ok, donc maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu tous les concepts de la RC, on va vous faire participer un petit peu pour vérifier, pour un petit peu reprendre ce qu'on a dit et puis pour vérifier si ouais, vous avez bien compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est un Menti. Je pense que vous connaissez le principe. Donc, vous allez sur menti.com et vous tapez le code, donc 92 54 42 53. Ou alors, je vais vous envoyer un lien, ou alors vous avez ça là, vous pouvez flasher, c'est un QR code. Je vous envoie le lien dans. Oui, envoie le lien, c'est peut-être plus pratique. Aussi pour ceux qui veulent faire. Hop, vous avez le code et vous avez le lien dans le chat. Hop, normalement, vous voyez mon écran. Bon, alors, on est 40 sur le Zoom, donc on va voir si on peut être 40 sur le Menti.
Alors, pour vous expliquer en attendant que tout le monde arrive, on va avoir 4 questions. Ou alors non, en attendant que tout le monde arrive, je vous laisse répondre à la réponse. Pourquoi ne faisons-nous pas de formation RDRT? Alors, je me permets de répondre à celle-là. Donc, RDRT, c'est au niveau régional, donc plusieurs pays. C'est l'ancien terme. Maintenant, on les appelle des Rapid Response. Et en gros, c'est des formations qui sont plus gérées par nos coéquipiers dans l'équipe qui s'occupent des ERU, des équipiers de réponse aux urgences. Et c'est vraiment quelque chose qui est géré en très forte collaboration avec la fédération, parce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Et c'est géré par la fédération. Et fait dans les pires également. Est-ce qu'on avait une autre question? Juste pour info, parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. L'enregistrement va être partagé à tout le monde après la présentation. Merci. Bon, alors, même si on n'est pas au complet, je vais lancer parce que du coup, le temps avance. Donc, 4 questions, vous répondez tout simplement. Et voilà. Vous avez un temps pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? Vous avez plusieurs choix, vous en choisissez un. Une catastrophe qui n'est pas un produit de l'activité humaine, une catastrophe qui n'a aucun impact sur les constructions humaines, un phénomène naturel comme un tsunami ou un ouragan, les catastrophes ne sont pas naturelles, ou la défaite de la France à l'euro. Vous pouvez choisir entre ces réponses. Et là, vous voyez le nombre de personnes qui ont répondu, donc on est 27. Ok, alors la bonne réponse était les catastrophes ne sont pas naturelles. Donc, comme je vous le disais, c'est juste l'aléa qui est naturel. Le reste, donc ce qu'on a dit, l'exposition, la vulnérabilité, tout ça, c'est le fruit de décisions humaines, des capacités aussi. Et donc, le seul élément naturel, c'est l'aléa. Donc, dire que les catastrophes sont naturelles, c'est comme si dire qu'en fait, ce n'était pas notre faute et qu'on ne pouvait pas agir. Or, c'est faux, on peut agir et c'est d'ailleurs le fruit de notre travail. Je suis déçu que personne n'ait mis la défaite de la France à l'euro. Je pense que c'est après le match d'hier. Bon. On passe à la question suivante, du coup. Juste un petit conseil, si comme tout le monde, vous avez du mal à éviter de dire catastrophe naturelle, vous pouvez dire catastrophe d'origine naturelle. Et ça implique que c'est l'origine qui est naturelle, pas la catastrophe. Voilà. Ok, donc, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Bien joué à Yulia, Do et Benjamin. Je crois que Benjamin, il est dans notre équipe, donc tu triches un peu. Pardon. Ok, donc on continue sur la seconde question. Laquelle de ces activités est de l'atténuation? Donc, Valentina, on a parlé de l'atténuation. L'envoi de RU lors d'une inondation, la construction de murs de contention contre les glissements de terrain, la formation de volontaires avant les inondations, la construction de latrines surélevées dans une zone exposée à l'inondation ou le développement d'une association villageoise d'épargne et de crédit. Vous pouvez choisir une seule réponse, mais il y en a plusieurs qui sont justes. Ok, bien joué. La plupart des gens ont eu raison. Donc oui, c'est bien la construction de murs de contention qui va réduire l'impact. Les latrines aussi, parce que quand il y a une inondation, il y a un risque de maladies d'origine hydrique, donc des maladies qui sont transportées par l'eau. Quand il y a une inondation, il y a de l'eau partout. Donc la construction de latrines, ça permet d'éviter d'avoir des matières fécales qui sont transportées par l'eau. Surélevé. Surélevé, oui, pardon. Et l'association villageoise d'épargne de crédit, ça permet aussi aux gens d'avoir des épargnes, des assurances, donc pour pouvoir faire face au choc quand ils n'ont pas la capacité de le faire par des organismes privés. En fait, juste pour expliquer, donc les trois activités étaient correctes et celle des latrines, en fait, c'est pas la construction de latrines en tant que telle, que c'est une activité basée sur les besoins, mais en tout cas, pour atténuer l'impact des catastrophes sur les latrines même et aussi sur la santé publique,
l'activité de mitigation, c'est de les surélever, donc de les protéger pour empêcher que l'eau soit contaminée. Bien joué à la personne qui a mis le nom du code. Du coup, elle restera anonyme, mais bien joué à elle. Et bien sûr, Camille et Benjamin. Yulia qui est en 4e position. On passe à la 3e question. Là, vous avez tout le temps que vous voulez pour répondre. Quelle est la différence entre la vulnérabilité et l'exposition? Est-ce que exposition, c'est une plus forte probabilité de catastrophe? Est-ce que l'exposition, c'est une moins forte probabilité de catastrophe? Est-ce que l'exposition, c'est pour les bâtiments, les routes, les personnes et la vulnérabilité seulement pour l'économie? Ou est-ce que l'exposition, c'est la possibilité et la vulnérabilité, elle influence les dégâts? Vous avez du temps, là, vous avez encore une vingtaine de secondes, donc vous pouvez bien réfléchir à la différence entre les deux. Eh bien, bien joué. Il y a la majorité des gens qui ont eu raison. Donc, l'idée que la façon que je me fais pour voir la différence, c'est comme les coups de soleil. On peut être exposé au soleil, mais pas forcément être vulnérable, parce que par exemple, on peut avoir mis de la crème solaire. Ou alors, on peut être vulnérable au soleil si on est exposé. Donc, ça marche un petit peu pareil. Yulia qui reprend la première position avec Violaine et Bou sur le podium. Bien joué à vous trois. On passe à la toute dernière question. Là, vous répondrez ceux qui répondent plus rapidement la bonne réponse. Qu'est-ce qu'une action précoce? Est-ce que c'est la préparation pour intervenir dès que la catastrophe se produit? Est-ce que c'est une réponse rapide aux catastrophes? Ou est-ce que c'est l'action humanitaire anticipative à base d'indicateurs de déclenchement? Bien joué tout le monde. C'était bien la bonne réponse. Donc, c'est des indicateurs de déclenchement qui vont permettre de savoir qu'on va lancer cette action précoce et qui se déroule juste avant donc, la catastrophe, pas pendant la catastrophe. Et le leaderboard, les derniers. Yulia, indétrônable. Bien joué à toi. Violaine aussi et Bou, le petit train. Bien joué à vous trois et puis bien joué à tout le monde. Merci d'avoir participé à ça. Donc, sans plus attendre, on va continuer notre webinaire sur toutes les synergies avec les autres secteurs. Merci, merci Max. Donc, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Ces diapositives sont un peu denses, mais j'ai voulu en fait j'ai préféré mettre plus d'exemples pour que vous puissiez les regarder et les garder ensuite. Mais je ne vais pas tous les parcourir. Donc ici, on voulait partager avec vous quelques exemples de comment la GRC, en fait, n'est pas un secteur, mais c'est une area technique qu'on peut mettre en place dans différents secteurs d'intervention humanitaire. Et donc, j'ai mis quelques exemples, donc notamment dans la santé, où on a déjà commencé à travailler ensemble au sein de la Croix-Rouge française. On peut, par exemple, travailler ensemble sur la connaissance des risques sanitaires, les systèmes de surveillance épidémiologique qui peuvent être mis en lien avec les systèmes d'alerte précoce communautaires. On peut réduire les risques épidémiques
et promouvoir l'hygiène avec les équipes WASH. Donc ça, c'est un point que j'ai mis aussi dans la liste des activités en lien avec la WASH parce que c'est un peu à cheval sur les deux. On peut accompagner les structures sanitaires à mieux se préparer pour faire face aux pics d'activité, mais aussi directement à l'impact des catastrophes. Euh, etc. Et aussi, on est en train de développer, ça c'est un autre exemple, ben, l'approche d'anticipation, donc forecast-based financing, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui actuellement existe pour certains aléas, est en train d'être exploré aussi pour l'aléa épidémie actuellement. Et donc, on travaille sur cet aspect-là également. En termes de lien avec la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, il y en a aussi beaucoup parce que, comme vous pouvez vous douter, ben, un des impacts des catastrophes, c'est effectivement sur les moyens d'existence, sur les cultures, sur ben, le travail des personnes. Même pendant la pandémie de Covid, on a vu comment le travail a été vraiment impacté, le secteur du travail a été vraiment impacté. Donc, les, les moyens d'existence ont un lien très étroit avec la gestion des risques de catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec ces secteurs-là? On peut, donc, comme je disais, dans les mesures d'atténuation, on peut réduire l'impact potentiel des catastrophes sur euh, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations vulnérables. On peut intégrer l'analyse des impacts des aléas. Enfin, on peut intégrer dans l'analyse d'impact l'impact sur la sécurité alimentaire et sur les moyens d'existence. Ce n'est pas toujours inclus. On promue des pratiques agroécologiques agro-résilientes, la fameuse Climate Smart Agriculture, donc des graines qui peuvent être plus résilientes, résistantes à les sécheresses ou alors aux inondations, donc qui peuvent aider à atténuer l'impact des catastrophes. La diversification des moyens d'existence, on l'a mentionné également. On peut appuyer les groupes et leur organisation, donc tous les groupes de aide mutuelle, réseau de filets, sécurité sociale, les AVEC, les clubs de mer. Les AVEC, c'est l'association villageoise d'épargne et crédit, les clubs de mer, etc. Tous ces groupes-là qui créent un réseau pour faire face, pour atténuer l'impact de la catastrophe aussi. Ça peut faire partie d'un programme de GRC. On doit prendre en compte la sécurité alimentaire et les moyens d'existence et l'impact des catastrophes sur ces deux éléments-là dans la préparation, dans les plans de contingence, parce que ben, ça, c'est aussi après dans l'analyse des besoins on va aller voir. Et l'approche d'anticipation qui intègre et bien évidemment les crises alimentaires qui sont la conséquence aussi des crises climatiques et principalement de la sécheresse, mais pas que. Ces listes ne sont pas exhaustives, c'est juste pour vous donner quelques exemples. On a fait aussi des fiches techniques avec les autres pôles techniques, donc il y a plus d'informations dans les fiches techniques qui sont à disposition. Tu peux passer, s'il te plaît? Donc, dans la protection, le genre et l'inclusion, on a séparé un peu parce qu'il y a des éléments qui sont plutôt communs et d'autres qui sont spécifiques à l'un ou à l'autre. En tout cas, ça me paraissait important de mettre en évidence la partie protection particulièrement. Mais en gros, toutes les activités, bon, déjà la protection, le genre et l'inclusion sont transversales également, un peu comme la GRC, donc peuvent aller s'intégrer à tous les autres secteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la GRC? Ça veut dire sensibiliser, sur protection, genre et inclusion au niveau des institutions, des communautés, des délégations dans tous les aspects de notre travail. Faciliter la participation des différents sexes, de personnes en situation de handicap dans les activités GRC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans les comités de gestion de risque de catastrophe, dans les comités de réponse également. C'est pas parce que on a des personnes qui sont plus vulnérables, qui ne peuvent pas apporter une capacité spécifique aussi, une vue spécifique dans la réponse.
Donc, c'est une valeur ajoutée de les inclure. Faire des partenariats avec des organisations spécialisées sur les questions de protection genre et inclusion, notamment les organisations de femmes ou les réseaux de soutien traditionnels qui peuvent mieux être intégrés dans les projets et la gestion des risques de catastrophe et en lien avec les institutions qui s'occupent de ça, qui normalement souvent les excluent. En termes de protection spécifiquement, hem, c'est important de donc inclure les risques de protection. Donc, je rappelle, concernant la privation, les abus et la coercition, dans les analyses de risque. Donc on peut les inclure aussi, on doit les inclure. Intégrer les principes de protection, dans la préparation pour atténuer et répondre aussi aux risques de protection qui sont identifiés. Il ne faut pas oublier que quand il y a une catastrophe, il y a un déplacement la plupart des fois et donc avec le déplacement, on sait que les risques de protection augmentent extrêmement. Hem, voilà, donc tout ça, ça doit rentrer dans notre travail aussi. Je ne vais pas, tout vous lire parce qu'on est un peu, serré avec le temps. Pour le genre, ben, et l'inclusion en particulier, insister sur l'inclusivité des systèmes, d'information, que l'information soit accessible, que les systèmes d'évacuation soient accessibles, appropriés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que les supports doivent être adaptés, des supports dans différentes langues, langue des signes, sous différents moyens, audio, visio, pour permettre à tout le monde d'avoir cette information sur les risques qui est la base en fait de la réduction des risques et aussi de la préparation, que les voies d'évacuation soient accessibles pour tout le monde, etc. Et la suivante. Et donc dans les autres secteurs comme les abris, bon, j'ai aussi ajouté les zones urbaines. Oui, je vais accélérer comme ça on peut garder 5 minutes pour les ressources clés. Donc, remettre à jour les pratiques de construction et former les constructeurs aux techniques et matériaux sûrs. Par exemple, mieux construire pour, mieux faire, être résistant pour que les structures soient plus résistantes aux cyclones ou aux catastrophes ou tremblements de terre. Ça fait partie aussi, du travail GRC. Le renforcement des structures existantes, des toits, la civilisation des pentes et tout ça, c'est des activités qu'on peut très bien intégrer, dans la GRC, enfin ou alors intégrer de la GRC dans les projets, heu, qui se focalisent sur les zones urbaines, sur les abris. Hem, Dans l'eau et l'assainissement, donc j'ai repris la même activité sur l'hygiène, de réduire, pour réduire les risques des maladies liées à l'eau et les chocs et stress hydriques aigus, donc en collaboration avec les équipes de santé. Mais on peut aussi construire enfin, on doit aussi construire des infrastructures qui sont plus résistantes aux risques. Par exemple, les inondations, on a mentionné tout à l'heure l'exemple des latrines surélevées qui donc peuvent être mieux préservées et ne pas être contaminées en cas d'inondation. Euh, on peut accompagner les fournisseurs des services d'eau, les agences nationales de l'eau, par exemple, pour mieux maintenir leur capacité à fournir de l'eau en situation d'urgence suite à une catastrophe. Donc, plan de contingence, plan de continuité d'activité. Voilà, j'ai parcouru un peu rapidement. Tu peux passer la suivante. Ça, c'est un exemple. Je sais que ça ne se voit pas très bien. On l'a mis pour que vous puissiez le regarder tranquillement après. C'est le tableau de sphère qui propose des exemples dans les différents secteurs et dans les différentes phases de gestion de catastrophes. Et voilà, c'est en complément de ce qu'on a déjà mis dans les autres slides et des documents qu'on pourra partager avec vous. Et c'est pour vous donner des idées, voilà, de ce qu'on peut faire dans les différents secteurs. Alors, ça, c'est donc des ressources complémentaires que vous pouvez consulter. Si vous voulez en savoir plus, donc il y a un glossaire très bien fait par UNDRR qui est, donc vous avez le lien ici. Il y a une note sur le contexte et les enjeux de la GRC fait par notre pôle que vous pouvez consulter également ici. Notre cadre d'intervention stratégique, il n'est pas encore disponible parce qu'il n'est pas encore finalisé. Mais déjà, le contexte et les enjeux, je pense que ça peut être utile. Dans les outils, il y en a beaucoup, mais vous pouvez déjà regarder la EVCA, donc l'analyse participative des vulnérabilités capacités,
à base communautaire et le guide pour la résilience, Road to Resilience que je mentionnais au début. Et puis quelques lectures si vous avez vraiment de l'insomnie. Voilà, vous lisez Les catastrophes, le changement climatique, le rapport sur le coût des catastrophes et quel est le lien entre les catastrophes et les conflits. Ça peut paraître un peu long, mais c'est très intéressant et je recommande vivement de lire, de parcourir du moins ces ressources. Exactement. Et dans la suivante slide, donc comment on peut vous appuyer? Donc le pôle, il travaille, donc on travaille sur toutes les phases. Et en général, on appuie les programmes donc dans différentes tâches. Ça peut être dans l'écriture des projets, ça peut être dans les évaluations, ça peut être dans le recrutement de personnel spécifiquement lié à la GRC. Ça peut être pour donner des formations. Hem, on fait des webinaires comme celui-ci sur différents sujets liés à la GRC. On en a fait un récemment sur l'anticipation. Heu, on a, des flèches veille sur les catastrophes toutes les semaines qui sont distribuées. Si vous ne le recevez pas et vous le souhaitez recevoir, vous pouvez envoyer un message à Camille. On est en train de monter une cellule, JIS, SIG pardon, de cartographie pour mieux, analyser les risques et avoir une prise de décision sur les risques grâce à des plans et d'analyse des risques, des cartes pardon. On aura bientôt un site internet GRC où vous pouvez consulter les principales ressources. Pour le moment, elles sont accessibles sur le Drive commun. J'ai déjà partagé le lien avec certains d'entre vous, mais on fait en sorte au fur et à mesure de partager de plus en plus tout ce qui est sur le Drive commun. On est en train de travailler aussi sur l'évaluation multisectorielle des besoins pour avoir une approche plus standardisée. On produit des notes techniques, il y en a déjà plusieurs. Il y a une note technique sur la GRC et la protection le genre, l'inclusion. Il y a une note technique sur la SAM, la sécurité alimentaire, les moyens d'existence et également sur l'assainissement, l'hygiène. Et on va travailler sur une note GRC santé bientôt. On représente la CRF en externe, donc beaucoup de groupes de travail, aussi bien dans la fédération, gérés par la fédération qu'en externe et bien plus encore. Donc, si vous avez besoin d'appui ou vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Hem, est-ce qu'on a quelques minutes à la fin encore pour quelques questions? Nous avons 3 minutes. J'ai envie de dire, le timing est on point. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des éléments qui... Alban a la main levée. Je ne sais pas s'il a une question. On peut lui permettre de parler. Est-ce qu'on fait ça? Ou Alban, peut-être tu veux écrire ta question si tu en as une. Ou si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Pas de questions de la part de Alban. Juste un merci pour l'initiative. Eh bien, de rien, de la part de tout le pôle. On a une question par contre de Adolphe. Existe-t-il une zone pilote pour la GRC? On va commencer par ça. Il y a 4 questions dans la question. Alors, existe-t-il une zone pilote pour la GRC? On peut y répondre à ça. Nous, dans le pôle, on intervient vraiment un petit peu partout. On a la zone océan Indien, la zone des Caraïbes, le Moyen-Orient et l'Afrique, maintenant tout récemment l'Afrique centrale, également l'Afrique de l'Ouest, lac Tchad. Donc, zone pilote. On a plutôt quelques pays. Oups. On a plutôt quelques pays où on a des pilotes sur certains éléments spécifiques, mais on n'a pas un pays pilote pour toute la GRC.
Par exemple, le Niger, c'est un pays où on a piloté pour la première fois l'approche d'anticipation sur l'aléa sécheresse. Ou alors, en Mozambique, vient de lancer un programme où il y a une approche de atténuation qui est basée sur les approches, sur les solutions basées sur la nature, donc plutôt les solutions d'atténuation naturelle plutôt que hem, scientifiques ou artificielles. Donc, on a plutôt des pilotes dans les projets même avec des concepts un peu nouveaux qu'on lance dans certains pays plutôt qu'un pays pilote pour toute la GRC. Et ensuite, du coup, la suite de sa question, est-ce qu'il existe des seuils d'investigation et d'intervention pour les différents scénarios d'urgence et de catastrophe? Si oui, est-ce qu'il y a un système de surveillance qui est en place pour suivre ces seuils pour les zones cibles? Et l'autre question que je pose après. Pardon, tu peux répéter des seuils de recherche? Des seuils d'investigation et d'intervention. J'imagine des indicateurs que nous, on appellerait ça des indicateurs de déclenchement. Si c'est ça que je comprends. Je suis pas sûre de comprendre seuil d'investigation. En tout cas, on a des seuils qu'on utilise dans le cadre les seuils déclencheurs qu'on utilise, qu'on a mentionné dans la présentation, hem, c'est les seuils qu'on utilise dans l'action d'anticipation. Donc, comment on fait pour pouvoir intervenir en amont d'une catastrophe? On doit construire un modèle de, de prévision sur la base d'analyse de risque, sur la base d'analyse du contexte, sur la base d'analyse de capacités existantes. On va développer un modèle et ce modèle va nous dire quels sont les scénarios probables et on va établir aussi des indicateurs qu'on appelle indicateurs déclencheurs. Et quand ces indicateurs déclencheurs sont atteints, ça peut être le nombre, soit je sais pas, les centimètres cubes de pluie qui sont tombés, ça peut être le nombre de personnes qui sont déplacées suite à une sécheresse, ou ça peut être le nombre de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Bref, les indicateurs sont établis sur la base du contexte spécifique de la zone. Et donc, quand les indicateurs déclencheurs sont atteints, l'action est déclenchée. Donc, il n'y a pas de prise de décision qui se passe au moment même, mais c'est une procédure standard, c'est-à-dire c'est un protocole qui est déjà établi, qui est déjà accordé, qui est déjà validé. Donc, une fois que les déclencheurs sont atteints, on déclenche la réponse. Et c'est comme ça qu'on peut intervenir euh, en amont. Et ces indicateurs-là, ils sont vraiment développés avec beaucoup, beaucoup de travail en amont parce qu'il faut vraiment essayer d'être les plus précis possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que Je pense que oui, il y avait une confirmation, il parlait bien d'indicateurs. Donc oui. Et sa dernière question, c'est quel est le mode scénario d'intervention prévu en matière de santé en cas de catastrophe? Le mode d'intervention en cas de catastrophe. Donc ça En matière de dépendra, santé. j'imagine, de la catastrophe. Et on n'a pas encore développé des modes d'intervention spécifiques. Euh, donc je ne sais pas répondre à cette question-là, mais pour l'instant, ce qu'on essaye de faire avec le pôle santé, c'est de commencer à joindre nos forces pour développer des, euh, des activités en commun dans toutes les phases de la GRC. Donc, de travailler avec les systèmes de santé, le secteur de la santé dans la prévention, de travailler dans la préparation et aussi dans la réponse. Mais spécifiquement dans la réponse, je ne sais pas quel est leur mode de réponse en cas de catastrophe. Euh, Effectivement, c'est très très large comme question. Intervenir, on peut te donner la parole. Je vois que tu as écrit que c'est très large,
Mais si tu veux dire un mot, on peut te débloquer le micro. Merci beaucoup. En fait, je m'excuse pour avoir peut-être posé beaucoup de questions à la dernière minute. Parce que, en fait, quand avant, j'ai travaillé sur un projet de mécanisme de réponse rapide aux urgences en République centrafricaine. Et là, ce qu'on avait en termes, bon, là, c'était focalisé beaucoup plus santé. Et là, on avait, donc, il y avait un système de détection des urgences qui était mis en place avec notamment la surveillance épidémiologique à base communautaire, la surveillance épidémiologique au niveau du système de santé, mais aussi on avait des points qu'on considérait comme des unités satellites pour nous remonter des alertes, des informations, par exemple, en rapport avec le déplacement des populations, en rapport avec des chocs humanitaires, ainsi de suite. Et par rapport à ça, on avait défini un certain nombre d'essais. Par exemple, on se disait, l'essai pour pouvoir investiguer, c'est lorsqu'on est averti du déplacement de plus de 2500 habitants. Et l'essai d'intervention, c'est lorsqu'on arrivait à confirmer et après qu'on arrivait à trianguler avec les capacités de réponse locale, absence d'autres acteurs, ainsi de suite. Donc, du coup, ça nous permettait d'avoir une idée sur quand est-ce qu'on peut envoyer une équipe pour aller investiguer une alerte et quand est-ce qu'une alerte, à son retour, les informations peuvent être traitées et nous amener à décider de déclencher une intervention. Et à ce qui concerne les modes d'intervention, les modes d'intervention, il y avait 3 types. Il y avait soit appui aux formations sanitaires existantes, c'est-à-dire, ça c'est en rapport avec la santé, ou soit si c'était impossible d'appuyer les formations sanitaires existantes, on pouvait faire soit des structures temporaires pour commencer les interventions, ou alors on procédait par des activités de cliniques mobiles. Donc, du coup, j'étais en train, en fait, pour moi, je me disais que peut-être dans les domaines, peut-être santé, il y a des scénarios comme ça qui sont prédéfinis au départ. Bien sûr, peut-être que ça soit peut-être pour chaque pays ou bien chaque région, qu'on essaie un peu de définir déjà, voilà, en cas d'une urgence, comment on va intervenir pour ce qui est de la santé. Est-ce que c'est par rapport à une stratégie clinique mobile? Est-ce qu'on va appuyer aux formations sanitaires qui existent? Est-ce qu'on va se construire des structures temporaires et existantes et des structures temporaires et en fonction des pour et des contre pour tel ou tel autre scénario, on décide, mais que ça soit déjà peut-être connu à l'avance et qu'on puisse aussi avoir des ressources en termes de RH, des équipements nécessaires pour répondre en se basant sur tel ou tel autre scénario qui aura été choisi. Merci beaucoup. Merci. Je vais rapidement passer la parole à Jerry qui voulait intervenir et après on va conclure parce qu'on est déjà en retard de presque 10 minutes. Donc j'imagine que vous avez d'autres réunions après et les gens vont commencer à partir. Bon, j'ai Oui. juste, bonjour à tous. C'était juste, excusez-moi, j'ai mon masque. Voilà, j'allais juste faire une petite précision. En fait, il n'y a pas de mode d'intervention type en santé. Tout dépend des catastrophes ou des événements. Quand, par exemple, il y a les épidémies, là, il y a un paquet qui est bien défini à mettre en place. Tout à l'heure, il a parlé de la surveillance à base communautaire, mais le plus important, ce sont des stratégies. Il doit parler en termes de stratégie. En cas de catastrophe, quelle que soit la catastrophe ou l'événement, il est important déjà de commencer à assurer la continuité des services de santé, que les populations aient accès, les sinistrés ont accès à des soins de santé à temps réel. Ça, c'est une première stratégie. Et aussi à chercher à prévenir. Je vous donne un exemple, en cas d'inondation, il faut, là, c'est pas que la santé, c'est fait multisectoriel, parce qu'avec le WASH, à chercher les maladies qui peuvent provoquer des diarrhées, tout. Donc, il y a une partie prévention et une partie sensibilisation. Donc, à ce jour, il ne peut pas parler des activités, il faut parler des stratégies, mais je crois que d'ici là, on aura un document qui sera produit
toutes les délégations qui sera partagée, c'est un cours de travail avec le pôle GRC. Donc, les stratégies seront mises en place. Et à savoir aussi, au niveau pour la stratégie Croix-Rouge en santé, on ne peut pas intervenir selon nos moyens, selon nos capacités, dans toutes les catastrophes. Donc, pour l'instant, on a misé toutes les stratégies sur les épidémies. Et après, on verra. Voilà, c'est juste que j'ai complété. Merci, merci Géry pour ta précision. On n'a plus trop le temps. Élodie, si tu veux exposer ta question, on ne pourra peut-être pas y répondre directement maintenant, mais on peut vous faire parvenir les réponses ensuite. En tout cas, on l'a bien enregistré et on va te répondre après parce que malheureusement, on a déjà dépassé de 10 minutes, donc on va conclure. Donc merci à toutes et à tous pour votre participation très nombreuse. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez recevoir aussi bien l'enregistrement que la présentation et vous avez les ressources dans la dernière slide, donc vous pouvez accéder à ces ressources additionnelles et nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup.